La conclusion de cette journée très dense. Merci à tous d'avoir tenu les temps. Tout de suite, Jean-Christophe Pic, Monsieur le Président de la FNTR. Je vous laisse faire la présentation. Je ne vous salue pas, nous sommes déjà dit bonjour. Notre nouveau ministre, M. Djebari, qui nous fait l'honneur et le grand plaisir d'être parmi nous ce soir. Bienvenue à ce 74e congrès. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs généraux, chers adhérents, chers amis. Après 2 années durant lesquelles Madame Borne nous avait fait l'honneur de venir clôturer ce congrès, nous sommes heureux de vous accueillir cette année dans vos nouvelles fonctions, Monsieur le ministre. Nous espérons de tout cœur avoir avec vous une franche collaboration et un travail efficace comme nous avons commencé à l'avoir depuis que vous avez pris ce poste. Vous connaissez bien la FNTR et la FNTR vous connaît bien. Lorsque vous étiez député, vous avez, en tant que spécialiste de transport, toujours prêté une oreille très attentive à nos positions et nos propositions. Vous savez à quel point notre fédération et ses représentants sont engagés, passionnés, voire remuants. Mais j'aurais demandé de vous écouter et de bien se tenir aujourd'hui, en toute honnêteté. Bon. Vous ne serez donc guère étonné d'entendre dans mon discours des propos que vous avez déjà entendus, des propos francs et directs. Nous avons délibérément choisi de mettre notre congrès sous des couleurs positives. Échappée belle se veut le reflet d'une profession indispensable à l'économie et aux citoyens, stratégique et incontournable. Une profession qui doit s'adapter à toutes les circonstances, y compris les pires. Une profession composée d'hommes et de femmes passionnés au service du collectif. Et ça, nous l'oublions trop souvent. Une profession également engagée dans la transition énergétique et écologique, pourvoyeuse de milliers d'emplois, et présente sur l'ensemble des territoires, y compris les plus éloignés, au fin fond de la France. Une profession avec une identité forte et une fierté légitime, car sans nous, tout s'arrête. Regardez ce qu'il se passe lors d'un épisode neigeux. Voyez qui on appelle quand les agriculteurs ont besoin de foin pour leurs bêtes. Toujours le transport. Le slogan de la FNTR, qui date d'il y a plusieurs décennies, est toujours d'actualité. Si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a apporté. Mais que de volontarisme il nous faut aujourd'hui pour rester positif. Depuis plusieurs semaines, les annonces gouvernementales sur le rabot de notre fiscalité gasoil, la suppression de la fiscalité différenciée sur le GNR, le rabot, voire la suppression de la fameuse DFS, l'inclusion de notre secteur dans les 7 secteurs concernés pour les contrats courts et contrats longs font monter la colère parmi les transporteurs et les logisticiens ici présents. Et ce, d'autant plus qu'en même temps, nous sommes confrontés à la requalification sans précédent des entrepôts logistiques en entrepôts industriels, qui fait, excusez du peu, tout simplement tripler la taxe foncière. Une pénurie de recrutement majeure qui oblige certaines entreprises à laisser les véhicules au garage. Une moindre prise en charge des coûts de la formation en application de la réforme de la formation professionnelle. Et pour certaines entreprises, les conséquences incalculables à aujourd'hui du Brexit. La liste est longue. Et tout cela dans un contexte normatif en inflation permanente et qui requiert des investissements lourds pour les entreprises. J'ajoute pour ma part un point que je considère très important. L'avenir économique est à aujourd'hui très incertain. La croissance mondiale ralentit. La croissance allemande est en berne. La France n'est pas une île. Si nous redressons la tête depuis fin 2017, certes, ne nous y trompons pas, nous ne serons pas épargnés par ce ralentissement. D'ailleurs, un certain nombre de secteurs clients sont à la peine déjà. Nous le voyons dans nos camions et nos citernes. N'oubliez pas que le transport routier est un indicateur avancé de l'économie. Et à aujourd'hui, Monsieur le ministre, l'économie ne va pas très bien. L'étude que nous faisons réaliser chaque année par la Banque de France est formelle. Et encore cette année,
Oui, le chiffre d'affaires global du secteur a fortement progressé en 2018. Non, la rentabilité n'a pas augmenté également, elle a fortement baissé. Alors, quand nous entendons certains dire cyniquement que puisque tout cela va mieux, on peut nous taxer, autant dire qu'il s'agit de personnes qui soit ne savent pas lire un bilan, soit ne savent pas écouter les informations. Et puis surtout, nous avons un sacré problème. Toutes ces mesures-là sont franco-françaises. Alors que nous sommes durement concurrencés au niveau européen sur notre territoire, ces mesures ne feront qu'handicaper un peu plus encore notre compétitivité. C'est également le sens du rapport qu'Éric Aymar, président de TLF, et Patrick Daher ont rendu au Premier ministre la semaine dernière sur la compétitivité de la chaîne logistique française. Alors je sais que Mme Borne, puis vous, ainsi que vos services, œuvrent activement sur le paquet mobilité en discussion au niveau européen. Vous connaissez aussi l'implication majeure de la FNTR à Bruxelles avec ses homologues allemands et nordiques. Le président de la fédération danoise nous a fait l'honneur d'intervenir aujourd'hui, intervention d'une extrême qualité, et nous avons pu constater que nous étions totalement en phase avec lui. Je sais que des avancées ont été obtenues, mais pour les appliquer, il faudra, comme toujours, en Europe, du temps, beaucoup de temps. Et ce temps, nous ne l'avons pas, nous ne l'avons plus. Ce que nous attendons de vous, Monsieur le Ministre, et du gouvernement en général, ce ne sont pas des paroles rassurantes, nous rappelant que nous sommes un secteur important ou incontournable. Ça, nous le savons déjà. Ce que nous attendons de vous, ce n'est pas seulement le dire quand vous êtes ici, quand vous nous rencontrez, mais aussi sur les plateaux de télévision, à la radio, à l'opinion publique et aux journalistes. Mettre en avant tous les aspects positifs et non pas jouer sur les habitudes clichés du camion qui pollue, qui tue, qui abîme les routes, qui détruit l'environnement, qui ne paie pas ce qu'il doit, etc., etc. Et qui sont en plus des contre-vérités de la première à la dernière. Car les rapports se multiplient et disent tous la même chose. Tous ces clichés sont des idées fausses. 3 exemples. Un institut international, l'ICCT, a prouvé en 2017 qu'un camion Euro 6 émettait moins de NOx qu'une voiture en Euro 6. La raison en est simple. Les camions sont testés en conditions réelles, eux. Mais malgré cela, les autorités persistent et signent et veulent bannir ces camions des villes et des zones à faible émission. Un autre organisme, la CITEPA, a reconnu dans son dernier rapport que le transport routier de marchandises est le mode qui a le plus réduit ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants depuis 25 ans et qu'il représente moins de, écoutez bien, 1% des particules fines et très fines dégagées dans l'atmosphère. Étrange que le communiqué de presse du ministère de l'écologie passe ce constat important pour nous sous silence. Nous comptons sur vous, Monsieur le ministre. La Commission des comptes transport de la Nation, dans son dernier rapport, témoigne également sur la facette des recettes que la route a considérablement augmenté. Les recettes de la route ont considérablement augmenté l'année dernière et que notre secteur contribue à hauteur de 7 milliards d'euros, c'est-à-dire au-delà des investissements qu'il consomme. Pourtant, on nous demande encore une contribution supplémentaire en rabotant notre fiscalité spécifique. Nous posons la question, pourquoi ? Les taux d'intérêt en France et en Europe sont historiquement bas, voire négatifs, imposés par la BCE. La France lève sur des marchés des milliards d'euros d'emprunts à des conditions très avantageuses. En logique économique, toutes les conditions sont réunies pour investir massivement. Or, il semble se dégager une ligne qui pour nous est dangereuse. La dépense publique augmente, non pas pour plus investir, ce qui serait sain, mais pour couvrir des dépenses de fonctionnement qui augmentent malgré cela et ne sont pas, à nos yeux, tant maîtrisées que cela. En tant qu'opérateur économique, nous constatons que finalement, l'État nous demande des efforts que lui ne fait pas. Prenons par ailleurs l'exemple des besoins de recrutement de la profession. Notre secteur, qui est en haute tension, connaît sur ce point le sujet parfaitement. Nous avons lancé, avec les autres organisations professionnelles du secteur, l'initiative Tremplin, depuis maintenant quelques mois, consistant à trouver des candidats pour pourvoir 50 000 postes que le secteur demande, les former et les intégrer dans nos entreprises. Nous travaillons sur ce sujet étroitement avec Pôle emploi. Mais que constatons-nous ? Que nous sommes à la peine pour trouver ces candidats.
et comme bien d'autres secteurs d'ailleurs avec lesquels nous échangeons, nous ne comprenons pas comment il peut y avoir en France des millions de personnes sans emploi, alors que nous sommes en capacité d'embaucher immédiatement des milliers de personnes, y compris sans qualification. Nous prendrons le soin de les qualifier et nous n'y arrivons pas. Vous me répondrez sans doute que c'est le but de la réforme de l'assurance chômage. Et nous y sommes bien entendu extrêmement favorables. Pour financer cette réforme, on veut encore taxer les entreprises qui recourent de manière abusive aux contrats courts. Jusque-là, philosophiquement, c'est parfaitement compréhensif. Sauf qu'au final, alors que nous offrons dans notre secteur d'activité, que nous offrons à plus de 95% des contrats à durée déterminée dans notre branche, voilà que nous apprenons que nous serions un des secteurs où il y aurait beaucoup de contrats courts. Et avec un savant calcul, que nous risquons, en vertu de savants calculs, d'avoir à payer un surcoût sur notre masse salariale de 1%. Nous exprimons notre perplexité, car voilà que notre secteur va se trouver pénalisé, tandis que d'autres secteurs, je pense à ceux qui font de la logistique en compte propre, par exemple, vont allègrement échapper à la taxation, alors qu'il est facile de démontrer que c'est eux qui recourent le plus aux contrats courts, voire très très courts. C'est pourquoi nous avons fait le choix avec TLF et d'autres OP, d'autres secteurs concernés, d'exercer un recours juridique contre les décrets publiés. Au final, un secteur lourdement pénalisé par la pénurie de recrutement, on nous demande de payer toujours plus sans que cela n'arrange notre situation. Idem pour la déduction forfaitaire spécifique, DFS, qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Ce système existe depuis des décennies et s'avère favorable aux conducteurs, notamment de courte distance. Et voilà que le gouvernement s'avise qu'il s'agirait d'une niche fiscale et entend tout d'abord le supprimer, puis après le raboter plus simplement. Et tout ça, dans quel but, nous ne le savons pas. Monsieur le secrétaire d'État, faut-il encore et toujours rappeler qu'en France, le coût social d'un conducteur routier est l'un des plus élevés d'Europe? Je vous invite à vous référer aux études du CNR, dont chacun ici connaît la fiabilité et le sérieux. Pourquoi alors s'attaquer à des mesures qui avantagent le salarié en rémunération nette et permettent aux entreprises de diminuer le coût du travail de manière totalement légale et donc d'augmenter leur compétitivité? Lors de notre réunion de la semaine dernière, il a été indiqué que la déduction forfaitaire spécifique ne serait finalement pas supprimée, mais que les allègements généraux seraient plafonnés jusqu'à un certain pourcentage, sur lequel il nous faudra que nous nous mettions d'accord. Tout cela reste en négociation et nous serons extrêmement attentifs sur ce sujet. Mais je ne doute pas que vous souhaitiez, comme nous, aboutir sur ce problème spécifique. Cependant, je le répète, toutes ces mesures sont également totalement franco-françaises. Certes, on ne nous parlera pas de répercussions, et indiscutablement, les prix du transport vont considérablement augmenter, obérant d'un côté le pouvoir d'achat des Français, que le gouvernement voulait pourtant favoriser dans un premier temps. Mais est-ce efficace, alors que nous avons perdu près de 85% de parts de marché à l'international depuis 25 ans, et que nous sommes concurrencés en marché intérieur? Je ne le pense pas. Est-ce que vous pensez réellement qu'un transporteur étranger sera concerné par la taxation des contrats courts? Est-ce qu'il sera concerné par le rabot de la DFS? Est-ce qu'il sera concerné par l'augmentation du GNR? Croyez-vous vraiment qu'il sera atteint par l'augmentation des 2 centimes de fiscalité, alors qu'il lui suffira de faire le plein au Luxembourg ou en Espagne, où non seulement le gasoil est inférieur de 20 centimes à la pompe, mais où en plus la fiscalité est encore plus avantageuse que chez nous? Où est passée la volonté de taxer les étrangers qui transitent en France? Savante idée, sans doute dans les méandres juridiques de la faisabilité européenne. Mais le savez-vous? Et j'en doute pas, nous avons fait une contre-proposition sur ce sujet des 2 centimes. Ne touchons pas à la ristourne dont nous bénéficions, mais travaillons sur une contribution aux infrastructures qui figurera sur toutes les factures au bénéfice de l'État. Nous en discutons tous les jours avec vos services, avec M. Papinutti ici présent, et on peut même dire jour et nuit. Cela anime nos soirées. Nous souhaitons ardemment que cette proposition soit retenue. Plus globalement, où est la reconnaissance de nos actions positives? Nous sommes, au-delà de toutes les mesures que vous voulez nous imposer, nous sommes, comme les autres organisations professionnelles, engagés dans un programme EVE,
engagement volontaire pour l'environnement, et donc, par déduction, dans un programme charte et label CO2. Les transporteurs s'engagent et Evocom concernant les commissionnaires. Prévu jusqu'à fin 2020, la FNTR a poursuivi une action de terrain pour sensibiliser les entreprises adhérentes et nos adhérents. Nous atteignons, voire dépassons les objectifs à ce jour. Il faut d'ailleurs que nous calmions nos troupes. Nous sommes également particulièrement impliqués pour le déploiement du GNV. Achat de camions, participation à la création des stations d'avitaillement avec nos partenaires de GRDF, ici présents, mais aussi dans le déploiement de toute motorisation non diesel dès lors que la technologie est accessible et rentable. Pourquoi tant de distorsions entre les régions sur l'accompagnement financier de nos investissements? Pourquoi le GNV, qui n'émet aucune particule, n'est toujours pas éligible à la vignette CRIT R1? En matière sociale également, nous avons signé avec les partenaires sociaux plusieurs accords très importants, dont celui de la C2PNI et le financement du dialogue social, ce qui témoigne d'un dialogue dynamique et nécessaire dans cette branche qui va subir de telles évolutions. J'en profite ici pour saluer les représentants des organisations syndicales de salariés. Pourquoi les extensions d'accords prennent-elles autant de temps? Cela crée une distorsion de concurrence entre entreprises dans le domaine social, ce qui est inacceptable. Pourquoi ce refus obstiné d'envisager même de parler d'un permis professionnel, destiné à des conducteurs qui font des dizaines de milliers de kilomètres par an et qui sont traités à la même enseigne que des conducteurs particuliers? Nous avons également saisi le gouvernement de l'épineux dossier de l'évolution du congé de fin d'activité, dossier ô combien sensible, afin que l'État nous accompagne dans la réflexion sur un nouveau système qui ne lèse ni les entreprises, ni les salariés et ne crée pas d'agitation sociale. Nous sommes allés voir M. Delevoye avant qu'il soit nommé ministre des Retraites. Nous attendons votre retour sur ce sujet important pour notre profession. Nous avons également demandé de longue date à la Direction générale des douanes de travailler activement sur l'élaboration d'une carte d'achat de carburant détaxé, ce qui permettrait d'alléger la charge administrative des services des douanes, mais aussi, je ne vous le cache pas, qui nous permettrait d'éviter les avances que nous faisons en trésorerie sur cette fiscalité. Pourquoi ces travaux n'avancent-ils pas, alors qu'en son temps, j'avais rencontré l'ancien directeur général des douanes qui m'avait certifié qu'il était favorable à ce type de mesures? Pourquoi également ne pas trouver une solution définitive, car ça fait 2 ans qu'on nous amuse avec ce problème, une solution définitive au problème de la requalification des entrepôts logistiques en entrepôts industriels qui perturbent la vie des entreprises depuis des années. Je pense qu'il serait si simple de dire qu'un entrepôt logistique n'est pas un entrepôt industriel, tout simplement. À titre personnel, Monsieur le secrétaire d'État, je suis un petit peu lassé à chaque congrès d'avoir à répéter notre opposition à la hausse de la taxation, à la hausse des charges, à une meilleure prise en considération de notre secteur, à appeler à la reconnaissance de son engagement pour la transition énergétique. Tout cela parce qu'à chaque projet de loi de finances ou projet de loi de financement de la sécurité sociale, l'État envisage toujours d'alourdir les charges et de taxer davantage le TRM. Je suis également un peu lassé d'entendre que les réunions se succèdent aux réunions pour finalement avancer si peu. Nous, la FNTR, nous sommes une organisation professionnelle qui se veut force de proposition. Nous avons formulé des propositions lors des assises de la mobilité et dans le cadre de l'élaboration de la loi d'orientation des mobilités et dans le grand débat national et lors des campagnes européennes. Et nous ferons encore les mêmes choses lors des élections municipales. J'appelle chaque année à l'élaboration d'une véritable politique des transports transparente qui nous prenne en considération et permette surtout aux entreprises et aux salariés d'avoir une visibilité sur les sujets à moyen et long terme. Nous n'entendons pas être considérés comme un mal nécessaire. Nous refusons d'être montrés du doigt. Aucun État responsable ne peut prétendre qu'il y a dans une société des bons et des méchants, des secteurs qui seraient vertueux et d'autres qui ne le seraient pas. Nous avançons avec la tranquille assurance que dans 10 ans et plus, nous serons toujours le mode premier de transport. Notre inquiétude est plus de savoir si ce sera toujours réalisé par des entreprises françaises. La vraie question est là. Car l'État doit désormais faire un choix.
celui de persister dans sa déstabilisation systématique d'un secteur au risque de voir ce qui s'est passé pour le textile, pour l'agriculture ou bien d'autres, avoir toujours besoin du produit ou du service, mais voir que ce dernier est réalisé par un non-français. Ce choix doit être clair et affiché. Une vision doit nous être donnée, un cap doit être fixé. Et alors, pour une fois, enfin, nous pourrons travailler non seulement sur le court terme, mais sur l'avenir ensemble. Un avenir où le transport routier de marchandises aurait toute sa place, avec le sens des responsabilités qui est le sien en matière économique, sociale et environnementale. Le transport, vous le savez, Monsieur le Ministre, a toujours été un vecteur de progrès et de prospérité. Cela a été et cela reste le fondement de toute civilisation, de toute économie croissante, de commerce et d'échange. C'est la clé de toute victoire en temps de guerre et c'est la clé également de toute victoire aussi en temps de paix. Dans la guerre économique qui fait rage aujourd'hui, il serait dangereux de se priver de ses troupes. C'est pourquoi nous entendons afficher aujourd'hui notre détermination la plus totale, car si nous avons des devoirs, nous avons aussi des droits et nous saurons les faire respecter. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de votre accueil. Peut-être qu'avant de commencer, vous me permettrez d'avoir, au nom du gouvernement, une pensée pour Jacques Chirac, disparu ce jour, dont l'attachement au territoire, à la ruralité, doit résonner positivement, j'imagine, dans cette enceinte. Monsieur le Président, vous avez posé beaucoup de questions. Alors, je vais essayer d'y répondre, en tout cas à quelques-unes, et je vous remercie d'ores et déjà pour vos paroles lucides et cet accueil bienveillant. Et j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit dans la vidéo sur les valeurs du transport routier, sur le travail, sur l'engagement, sur le professionnalisme, sur la relation client, des valeurs qui sont évidemment partagées par ce gouvernement et je crois par une grande majorité des Français. Je l'ai dit à ceux que j'ai pu rencontrer les semaines passées, Madame Berthelot, nous avons cheminé dans mes précédentes fonctions, en tout cas au gré de discussions. Je crois que l'échange franc et sincère est la base de la confiance, qu'elle ne se décrète pas, qu'elle se construit. Et je vous dis ma sincérité dans les échanges qui ont eu lieu et dans les échanges qui vont venir. Et parfois, nous acterons des désaccords, mais j'espère que nous cheminerons ensemble vers la voie du consensus. Vous avez posé beaucoup de questions et vous avez commencé par la transition écologique, qui, je crois, est devenue une préoccupation sociétale majeure, une inspiration de la jeunesse. Et vous avez raison de dire que le secteur du transport routier fait beaucoup. Et moi, je l'ai dit à beaucoup de reprises sur les plateaux télé, et parce que c'est mal connu. Et parce que ça me paraît essentiel, effectivement, de ne pas, dans ce combat sociétal, quelque part, pointer du doigt les bons et les méchants. Vous n'êtes pas les méchants, et le gouvernement non plus, d'ailleurs, Monsieur Pic. Nous avons ici un combat partagé. Vous faites beaucoup pour les carburants propres. Les programmes dont vous avez parlé, le programme CO2, le programme EV, sont des succès. Il y a évidemment des éléments de stabilité qui ont été posés par le gouvernement sur la fiscalité réduite de la TICPE, sur le suramortissement. Vous avez évoqué le rapport d'AR-EMAR sur la logistique. Vous savez qu'un certain nombre de mesures ont été posées, ont été annoncées par le Premier ministre lundi dernier à Aulnay et seront traduites dans la loi. Et nous sommes extrêmement vigilants à poser un cadre de stabilité et de visibilité pour le secteur du transport routier. Vous avez aussi rappelé qu'il faut faire plus. C'est un point d'accord et dans les réunions que nous avons eues récemment, vous avez émis l'hypothèse de travailler sur cette carte d'achat de carburant détaxé. C'est une mesure que nous avons, en tout cas c'est une idée que nous avons reprise à notre compte. J'ai eu l'occasion d'en parler la semaine dernière à Gérald Darmanin, qui m'a dit être intéressé pour avancer sur deux options. D'abord l'option que vous avez citée sur le raccourcissement du délai de remboursement de TICPE. Je crois que c'est très important. Cela a été fait pour les agriculteurs sur le GNR. Ça a permis de gagner 5 mois, de réduire de 6 mois à 1 mois, et c'est tout à fait considérable pour la trésorerie des entreprises. Donc travailler sur ce pan-là, et puis travailler évidemment sur un système qui permettrait d'avoir, au regard des critères écologiques, Euro 6 et plus par exemple, la capacité d'avoir un paiement de TICPE réduit directement à la pompe. Ce sont des beaux objets, et nous allons travailler avec à une mission commune entre l'IGF et le CGEDD très rapidement, de manière à vous apporter les éléments de réflexion que vous avez posés. Vous avez parlé d'un second sujet, ou en tout cas
parler de la loi d'orientation des mobilités qui nous a beaucoup fait discuter pendant très longtemps, avec beaucoup d'amendements, peut-être trop longtemps, mais en tout cas qui a permis de poser le constat de nos réseaux qui sont vétustes, qui évidemment ont des implications sur la sécurité des transports, de la vétusté d'ailleurs qui a aussi accrédité une forme de recul de l'État dans les territoires et qui, je crois, a assez contribué à ce sentiment d'abandon de certains territoires, de cris qui ont été exprimés à l'occasion de la crise des Gilets jaunes. Nous en sommes pleinement conscients et la loi des mobilités a apporté une première série de réponses avec ce plan de régénération routier, avec ce plan de désenclavement des territoires ruraux. C'est encore insuffisant peut-être, mais c'est une base très, très concrète et très solide sur laquelle nous pouvons actuellement avancer. Alors il y a ces sujets de financement. Nous avons fait des propositions la semaine dernière. Vous avez fait des contre-propositions intéressantes avec cette contribution sur les infrastructures. Nous allons continuer à discuter. Nous expertisons depuis hier soir ces propositions que nous prenons évidemment à la fois très au sérieux et que nous confrontons avec Marc la nuit durant avec le droit européen, le droit français, parce qu'il est évidemment important de construire quelque chose qui soit légal, tant que faire se peut. Mais nous aurons ces discussions très rapidement et notamment la semaine prochaine quand nous nous reverrons. Je vais être assez court sur la dimension sociale parce que nous avons eu l'occasion de discuter avec Muriel Pénicaud et Elisabeth Borne la semaine dernière sur notamment les contrats courts. Vous avez rappelé les éléments d'irritation. Muriel Pénicaud a, je crois, brossé un panorama assez large de la raison qui avait conduit le gouvernement à proposer ces différentes mesures. Et il est vrai, je dois dire, que vous avez dans des scénarios retracé la vie des entreprises sous un angle plus réel que les scénarios que nous avions émis nous-mêmes. Et donc merci pour cette contribution utile. Je crois que c'est vraiment comme cela qu'on doit pouvoir construire la confiance et quelque part échanger des propositions constructives de manière à faire atterrir un dispositif qui soit efficace et performant pour tous. Sur le social, j'ai compris que ce que vous souhaitez, c'est de la visibilité et de la stabilité. Vous l'avez répété à plusieurs reprises, c'est ce que nous voulons vous garantir et vous offrir. Le congé de fin d'activité est un sujet éminemment important, nous en avons conscience et nous sommes prêts à vous accompagner dans la révision de ce mécanisme et nous lancerons à cet égard une mission très prochainement pour vous apporter ces réponses. Et dans l'entrejeu, l'État maintiendra évidemment son financement, le financement pour les 3 années qui viennent. Peut-être maintenant des sujets de moyen terme ou d'avenir, puisque vous avez parlé beaucoup à la fois de la situation économique, qui effectivement voit peut-être au niveau mondial s'opérer un ralentissement, et vous avez parlé des conditions dans lesquelles vont se dérouler des ruptures technologiques, numériques. J'en prends 3. Le cotransportage, qui est un vrai sujet, la montée en plateforme de l'intermédiation par des plateformes numériques, qui est évidemment un défi et un challenge pour tous, et puis l'avènement sur un temps moyen des véhicules plus connectés, plus autonomes. Et je salue ici le travail assez remarquable qu'a mené Anne-Marie Drac sur le sujet, qui a été traduit dans la loi d'orientation des mobilités. Je dis ça parce que face à ces ruptures d'avenir, il y a, à mon sens, 2 façons de faire. Il y a le fait de, quelque part, laisser les choses se dérouler, d'être dans une forme de retrait, voire même de déni. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ça peut être une tentation quand les choses se passent dans la vie économique de façon un peu compliquée. Et il y a une façon plus offensive, plus conquérante de mener ce combat, en l'accompagnant fortement, en trouvant les bons objets de régulation. Et là, je crois que l'État a beaucoup à faire sur la régulation des plateformes, d'un cadre juridique pour les véhicules autonomes et connectés, et évidemment du cotransportage. Ça a été traduit dans la LOM. On aura des ordonnances à discuter prochainement, mais sachez que nous sommes pleinement conscients à la fois de la rupture ou des ruptures et de l'implication que ça a dans la vie de tous les jours, que ça aura, et donc pleinement conscient de l'apport que l'État, ou de l'accompagnement que l'État doit vous proposer ou construire avec vous. Vous avez beaucoup parlé d'Europe, pour en pointer la difficulté d'avoir un temps de décision accéléré. Je crois que vous avez raison de faire ce commentaire, c'est le fonctionnement quasiment... Enfin, pour le dire différemment, j'ai fait mon premier conseil des ministres vendredi dernier à Bruxelles. C'est même quasiment magique que tout ça marche quand vous avez des pays qui sont si différents, avec des intérêts qui sont très divergents, avec des personnes qui ne parlent pas la même langue souvent et qui arrivent quand même à faire des choses ensemble. C'est assez remarquable, mais effectivement, ça ne va probablement pas assez vite. Mais je voulais en tout cas vous apporter à la fois notre soutien et en tout cas vous dire notre mobilisation
sur le paquet mobilité qui a déjà, et je salue l'action d'Elisabeth Borne, apporté des mesures et des avancées considérables sur l'encadrement du cabotage, sur l'interdiction du repos en cabine. Vous avez cité votre homologue danois, et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des ministres des Transports faisant partie de l'Alliance des routiers, avec mon homologue danois, avec mon homologue suédois, avec le ministre allemand également. Et sachez en tout cas notre détermination à faire avancer ces sujets. Vous savez que les trilogues vont commencer très prochainement et que c'est évidemment un dossier sur lequel la France veut avancer fortement. Et c'est même, je crois, une obligation politique quand on sait que l'Europe, en tout cas l'Europe sociale, a du mal, toujours du mal à s'incarner dans l'esprit des Français comme une réalité qui protège la France et ses travailleurs. Et c'est donc à la fois un combat personnel, mais je crois un combat politique collectif extrêmement important. Vous avez ensuite évoqué, et ce seront mes 2 derniers points, vous avez évoqué finalement la formation et la jeunesse. C'est un vrai combat. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés à la fois de recrutement, d'attractivité de ces filières. Et vous avez parlé des initiatives, notamment l'initiative Tremplin qui est menée avec succès, mais effectivement qui aujourd'hui ne résout pas totalement l'équation d'arriver à la fois à attirer des jeunes et de les garder, et notamment dans des emplois qui sont territorialement très précisément définis, avec des besoins qui sont différenciés. Nous avons dans la loi des mobilités inscrit un certain nombre de mesures, notamment pour raccourcir la délivrance des titres de circulation, des permis de conduire, pour permettre aux jeunes de 16 ans de commencer à bénéficier d'une conduite au poids lourd qui soit encadrée. Je crois que c'est des mesures qui faciliteront l'accès des plus jeunes au métier de la conduite poids lourd ou au métier du routier au sens général. Mais je pense que nous devons aller plus loin. Alors je vous renvoie un peu la balle et je vous soumets une idée que j'ai depuis quelques jours et que je challenge avec mes amis du cabinet et l'administration. Je crois qu'on a, avec le service national universitaire, une belle opportunité pour une classe d'âge de 800 000 personnes, de faire mieux connaître les métiers de la route, d'avoir une exposition, une sensibilisation à ces métiers. On a des outils aujourd'hui fabuleux, des simulateurs de conduite, des choses qui, je crois, percuteraient très positivement les jeunes. Et nous devons réfléchir ensemble à trouver les moyens de les amener à ces métiers que parfois ils ne considèrent pas de prime abord, soit parce qu'ils ne les connaissent pas, soit parce qu'ils leur paraissent compliqués ou qu'ils ont des contraintes. Et je crois qu'il faut arriver à tisser le fil positif vers ces métiers ô combien essentiels, et vous l'avez rappelé. En conclusion, Monsieur le Président, pour ne pas être trop long, d'abord vous remercier encore de votre accueil, vous dire, je crois sincèrement que nos préoccupations se rejoignent, et j'espère en avoir exprimé ici quelques éléments. Vous dire que oui, ce secteur est stratégique pour notre économie, cela va sans dire, mais cela va toujours un peu mieux en le disant, en tout cas je voulais le réitérer devant vous. Vous dire que le gouvernement est exigeant, notamment en matière de transition écologique, mais il est exigeant et ouvert. Et j'espère que nous ferons la démonstration collective que ce ne sont pas des paroles vaines et creuses et que nous trouverons collectivement, et d'ailleurs je n'en doute pas, la voie de la convergence vers des dispositifs utiles aux Français et à votre filière. Je vous remercie.